Et si la véritable révolution africaine naissait non pas du tonnerre des armes, mais du vrombissement des engins de chantier? Imaginez une matinée éclatante au cœur du Burkina Faso, à Ouagadougou. Sur l'esplanade du palais présidentiel, des milliers de citoyens se pressent, curieux, incrédules, parfois émus jusqu'aux larmes. Ils assistent à une scène inédite. Le président Ibrahim Traoré, portant son célèbre béret rouge, remet officiellement 764 machines flambant neuves à la nation. Bulldozers, camions, niveleuses, grues, pelles hydrauliques, tous acquis sans un seul prêt du Fonds monétaire international, sans la moindre aide occidentale, et surtout sans mendier un centime à l'étranger. Ces machines sont le fruit du travail et des ressources extraites du sol burkinabé, désormais réinvesties au service du peuple. Cette cérémonie, loin d'être une parade vide, sidère les élites corrompues et les observateurs internationaux. Pour ces derniers, c'est un choc frontal. Les excuses s'effondrent, les faux-semblants s'évanouissent. Lorsque l'argent du pays construit le pays, toute la façade de la dépendance vole en éclats. Jusque-là, la tradition voulait que les grandes inaugurations d'infrastructures s'accompagnent de discours en présence de diplomates étrangers, de logos d'agences internationales bien en vue et de promesses de développement suspendues à des signatures lointaines. Mais ce jour-là, les populations ne voient pas seulement une procession de machines. Elles découvrent la preuve éclatante qu'une nouvelle ère commence, celle d'une indépendance assumée, d'une dignité retrouvée et d'un futur qui leur appartient enfin. Cette image puissante, celle d'un État africain qui refuse la mendicité et ose miser sur son propre destin, traverse aussitôt les frontières. À Dakar, Bamako, Abidjan, Nairobi, Kinshasa et jusqu'à Johannesburg, les foules vibrent. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du convoi burkinabé devient virale. Les discussions s'enflamment dans les marchés, les universités, les taxis collectifs, jusque dans les salons de la diaspora à Paris, Montréal ou Bruxelles. Beaucoup, jusque-là résignés, se prennent à rêver. Et si le Burkina Faso montrait la voie pour briser le cycle de la dette? Ce n'est pas seulement un moment historique, c'est une rupture, un tournant, après des décennies de soumission, de promesses non tenues, de rêves trahis et d'attentes sans fin. C'est la preuve que l'Afrique n'est pas condamnée à tendre la main. Refuser de regarder cette histoire, c'est rester prisonnier du récit de la dépendance, c'est manquer le point de départ d'une souveraineté africaine enfin assumée. Mais prendre conscience de cette transformation, c'est déjà changer notre regard, notre rapport au monde, et surtout, notre confiance en l'avenir du continent. Mais comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Quels choix, quelles luttes, quels sacrifices ont permis ce bouleversement discret mais déterminant? Pendant des décennies, l'Afrique a vu défiler des machines venues d'ailleurs. L'histoire est bien connue. Dès les années 60, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont proposé aux jeunes nations africaines de financer routes, écoles, hôpitaux, marchés. Mais chaque prêt s'accompagnait de conditions strictes. Privatisation des services publics, ouverture des marchés locaux à la concurrence internationale, vente des terres et des ressources au profit de multinationales étrangères. Progressivement, le pays perdait le contrôle de son destin. Prenons un exemple concret. Dans les années 90, un projet de route reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso avait été financé par un prêt de la Banque mondiale. Sur le papier, il devait relier les deux plus grandes villes du pays et dynamiser le commerce. Mais après 2 années, les fonds se sont taris, les entreprises étrangères sont reparties, laissant derrière elles une route à moitié achevée. Les populations locales, elles, voyaient revenir le même cycle de dette, génération après génération. Les promesses de développement s'évaporaient, mais les échéances de remboursement, elles, demeuraient bien réelles. Les conséquences étaient dramatiques. Les routes s'effondraient avant d'être terminées. Les hôpitaux manquaient de médicaments. Les écoles n'avaient pas assez d'enseignants formés. Les jeunes, privés d'avenir, voyaient l'exil comme seule issue. Dans de nombreux villages, la moitié des récoltes pourrissaient sur place, faute de pouvoir être transportées à temps vers les marchés urbains.
Les petits commerçants, les artisans, les femmes du secteur informel voyaient leurs revenus s'évaporer, piégés par l'impossibilité de circuler. À chaque prêt signé, ce n'était pas seulement une dette supplémentaire, c'était la souveraineté du pays, l'avenir de ses enfants, la dignité nationale qui s'effritait. Continuer ainsi, c'était accepter que le potentiel du pays soit sacrifié, génération après génération, que la jeunesse soit condamnée à patienter, à espérer, puis à voir s'écrouler ses rêves. La dépendance s'installait, déguisée en développement. Mais le 12 septembre de l'an 2025, un événement inattendu allait fissurer ce cercle vicieux. Ce matin-là, un convoi d'engins, un président coiffé d'un béret rouge et une rupture radicale. Que cachait cette image? Ce n'était pas un simple défilé de machines flambant neuves sous le soleil de Ouagadougou, mais le signal d'une déclaration de guerre à la dépendance. Le Burkina Faso choisit de se relever, sans aide extérieure, sans humiliation, sans conditions imposées. Derrière ce bouleversement, il y a un plan, Faso Mayabo. Ce projet, pensé depuis des années, n'est pas une opération de communication, mais une vision structurée, ambitieuse et méthodique pour transformer durablement le pays. Faso Mayabo, c'est la promesse d'un développement piloté, financé et maîtrisé par la nation elle-même. Pour la première fois, ce ne sont pas les bailleurs internationaux qui dictent l'agenda, mais les besoins réels des Burkinabés. Mais d'où vient cet argent? Le secret, c'est la réaffectation directe des revenus issus des mines. L'or, le zinc, le manganèse, autant de trésors qui autrefois s'évaporaient vers l'étranger, servent aujourd'hui à acheter des milliers de machines, à ouvrir des routes, à relier des villages isolés, à créer des emplois pour des familles entières. Selon les chiffres officiels, au cours des 2 dernières années, plus de 40% des recettes minières ont été réinvesties directement dans les chantiers d'infrastructures. Les résultats sont déjà visibles. En seulement 2 ans, plus de 4000 km de routes neuves ou rénovées ont été ouverts à travers forêts, savanes et montagnes. Ce réseau bouleverse la vie quotidienne. Paysans qui transportent leurs récoltes, enfants qui atteignent enfin l'école, commerçants qui découvrent de nouveaux marchés, malades qui peuvent rejoindre un centre de soins même quand la pluie coupe le monde. Dans le nord du pays, par exemple, le village de Dori, longtemps enclavé, est désormais relié à Ouagadougou par une route goudronnée. Les éleveurs peuvent écouler leur bétail, les jeunes femmes vendre leur beurre de karité et les élèves participer à des concours scolaires autrefois inaccessibles. Une nouvelle classe ouvrière apparaît. Conducteurs de machines, mécaniciens, techniciens, ingénieurs, tous formés sur place, tous acteurs de ce chantier colossal. Des centres de formation ont vu le jour, parfois en partenariat avec des universités locales, pour enseigner les métiers du BTP et de la gestion d'infrastructures. Cela rappelle l'expérience du Ghana après son indépendance, lorsque Kwame Nkrumah avait lancé un vaste programme de formation pour doter le pays de compétences locales dans l'industrie et l'agriculture. À l'époque, cela avait permis à une génération entière de sortir de la pauvreté. Au Burkina Faso, la dynamique semble aujourd'hui comparable. L'espoir change de visage. La richesse du sol se transforme en opportunités concrètes pour les familles et en dignité retrouvée. Pour la première fois, le pays affirme qu'il n'a plus à mendier ni à attendre la bénédiction des anciennes puissances ou des bailleurs internationaux. Cette souveraineté, posée, palpable, irréversible, n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui prend corps, jour après jour, tronçon après tronçon. Le président Traoré l'énonce sans détour. Fini la dépendance, nous maîtrisons notre destin. Ce ne sont pas des slogans. À la télévision nationale, lors de la remise des machines, il interpelle la jeunesse. C'est à vous que revient la construction de ce pays. À vous de saisir cette chance. Ce discours, repris en boucle sur les réseaux sociaux, électrise les jeunes et inspire la diaspora. Le choc dépasse les frontières. De Dakar à Bamako, l'écho se répand. Une nouvelle ère s'ouvre. On cite Sankara, qui appelait déjà à l'autosuffisance, ou Lumumba et Kadhafi, qui ont tenté d'imposer la dignité africaine. Désormais, Traoré devient un symbole vivant,
un défi lancé à tous ceux qui croyaient l'Afrique condamnée à la main tendue. Les médias internationaux, parfois sceptiques, reconnaissent que le Burkina Faso propose un modèle inédit. Des universitaires étrangers analysent la dynamique, la comparant à celle de la Corée du Sud dans les années 70, lorsqu'un pays jusque-là pauvre avait misé sur la construction d'infrastructures nationales pour s'arracher à la dépendance. Mais l'enjeu est immense. Si le Burkina Faso échoue, c'est l'idée même de souveraineté africaine qui vacille, et les discours fatalistes triomphent. Mais si le pari est gagné, une brèche s'ouvre dans l'ordre du monde, et d'autres nations pourraient s'y engouffrer. L'histoire récente regorge d'exemples où une initiative courageuse a bouleversé tout un continent. La révolution verte en Inde, la nationalisation des hydrocarbures en Algérie, ou encore la réforme agraire au Brésil. Pourtant, derrière cette ambition, les obstacles ne manquent pas. Les résistances se dressent, visibles et invisibles, prêtes à tout pour stopper cette révolution. Un petit pays peut-il vraiment ébranler les empires? Lorsque le Burkina Faso annonce sa rupture avec le franc CFA et la fameuse taxe coloniale, la stupeur traverse Paris. Ce qui n'était qu'un slogan de militants devient soudain une angoisse pour les élites françaises. Entre les murs feutrés du pouvoir, la peur d'un effet domino s'insinue. Si d'autres suivent l'exemple, des décennies de domination pourraient s'effondrer. À Bruxelles, l'inquiétude n'est plus feinte. Le modèle d'aide équitable, vanté par l'Europe, se fissure. Les discussions deviennent tendues. Et si la souveraineté burkinabé contaminait tout un continent? Si l'Afrique prouvait qu'elle peut s'affranchir de la tutelle et des subsides européens? Chaque contrat minier, chaque marché d'exportation, chaque accord commercial semble soudain menacé. À Washington, l'alerte est donnée. Le précédent burkinabé inquiète l'administration américaine. La Maison-Blanche redoute qu'une vague d'émancipation pousse d'autres pays à rejeter les politiques du Fonds monétaire international, à placer leur souveraineté au-dessus des intérêts occidentaux. Les stratèges craignent une contagion qui grignoterait l'influence américaine sur le continent africain. On se souvient du choc pétrolier des années 70, lorsque de petits pays producteurs avaient bouleversé l'ordre mondial en imposant leurs conditions. Tandis que l'Occident vacille, la Russie avance ses pions. Moscou joue habilement la carte de l'indépendance. Soutien politique, relais médiatique, promesse de partenariat sans condition. Cette reconfiguration géopolitique ouvre la voie à de nouveaux équilibres. Le Burkina Faso devient un signal pour les autres leaders africains, un test pour ceux qui rêvent d'autonomie. On observe aussi l'intérêt grandissant de la Chine, qui propose des coopérations techniques basées sur le transfert de compétences plutôt que sur l'endettement. Dans la diaspora et chez les jeunes, l'espoir jaillit. Sur les réseaux sociaux, les images des machines burkinabées font le tour du monde, symbole d'une Afrique qui ose s'inventer. Mais dans les hautes sphères, l'incertitude domine. Les élites ancrées dans l'ancien ordre sentent le sol trembler, conscientes que leurs privilèges pourraient s'effondrer du jour au lendemain. Ce réveil, pourtant, n'est pas sans péril. Les menaces affluent, assassinats ciblés, sanctions économiques, pression diplomatique, campagnes de désinformation. Certains murmurent déjà qu'une nouvelle guerre froide s'ouvre sur le continent, où chaque avancée vers l'autonomie irrite les puissances traditionnelles. On se souvient de l'histoire du Congo dans les années 60, où la volonté d'indépendance de Patrice Lumumba s'était heurtée à une répression violente, orchestrée depuis l'étranger. L'enjeu est immense. Si le Burkina Faso tient bon, c'est tout l'ordre postcolonial qui vacillera. Mais à la moindre faille, les anciennes forces tenteront d'étouffer la révolution dans l'œuf et de réimposer la dépendance. L'histoire récente du Venezuela, confronté à des sanctions massives après avoir tenté de contrôler ses ressources pétrolières, rappelle que le chemin de la souveraineté n'est jamais sans risque. Au milieu de ces tempêtes, une question obsède. Les Burkinabés ressentent-ils déjà, dans leur quotidien, les véritables bénéfices de cette révolution? Mais la victoire institutionnelle suffit-elle? Pour comprendre l'impact réel, il faut plonger dans la vie ordinaire, là où chaque choix politique se mesure à l'épreuve du quotidien. Quand les routes serpentent enfin d'un village à l'autre, la révolution cesse d'être un slogan.
elle devient réalité tangible. Prenons l'exemple de la région du plateau central. Jadis, les paysans de Zignaré perdaient jusqu'à 60% de leurs récoltes, faute de routes praticables en saison des pluies. Aujourd'hui, grâce à la construction d'une nouvelle voie goudronnée, ils écoulent leurs produits à Ouagadougou en moins de 2 heures. Les revenus des familles ont doublé en 3 ans. Les jeunes, qui partaient pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana, restent désormais pour travailler la terre ou lancer de petites entreprises. Mais le bitume va plus loin que le commerce. Grâce aux nouvelles routes, les enfants des coins reculés parcourent chaque jour les kilomètres qui les séparèrent de l'école, en toute sécurité. Une mère n'attend plus la saison sèche pour soigner son enfant malade. Les centres de santé, jadis inaccessibles, sont désormais à une poignée de kilomètres. À Tenkodogo, une maternité moderne accueille désormais des femmes venues de villages autrefois coupés du monde. L'économie locale change de cap. L'entretien des routes, la conduite des machines, la gestion des chantiers, autant de métiers nouveaux qui apparaissent, offrant des emplois qualifiés à la jeunesse. Artisans, ingénieurs, agriculteurs, tous trouvent leur place dans cette dynamique où le travail local redevient le moteur du progrès. L'État a mis en place des ateliers de réparation et des centres de maintenance dans chaque province, générant des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects. La transformation va jusqu'à la fierté nationale. Voir son pays bâtir sans mendier, sans brader son avenir, ravive une fierté longtemps étouffée. Les anciens racontent, autrefois, tout se décidait à l'étranger. Aujourd'hui, c'est le courage et l'expertise du Burkina qui dictent l'agenda. Dans les lycées, des concours d'innovation sont organisés pour imaginer l'entretien des infrastructures de demain. Les universités créent de nouveaux cursus en ingénierie, en gestion de projets, en développement rural. Ce changement ne passe pas inaperçu. Partout en Afrique et dans la diaspora, la question fuse. Si le Burkina Faso l'a fait, pourquoi pas nous? Cette réussite agit comme un miroir tendu aux élites corrompues, prises au piège de leur inertie et de leur dépendance. Les voix s'élèvent, réclamant des comptes, appelant les expatriés à revenir, à investir, à innover. Des entrepreneurs burkinabés de France ou du Canada reviennent ouvrir des PME dans la construction, l'agroalimentaire ou les énergies renouvelables. Pourtant, ignorer la leçon du Faso serait risquer d'abandonner toute une génération à l'exil ou à la dépendance éternelle. Nos choix d'aujourd'hui décideront si nos enfants traverseront les frontières pour survivre ou s'ils bâtiront leur avenir ici, libres et fiers. Le Rwanda, après le génocide, a misé sur la réconciliation et la construction nationale. Aujourd'hui, Kigali est cité en exemple pour sa sécurité, sa propreté et sa croissance. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ces modèles tout en forgeant sa propre voie. Alors, cette révolution saura-t-elle résister aux pressions, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur? L'histoire montre que tout changement authentique rencontre des résistances. Lorsque le Botswana a décidé de nationaliser ses mines de diamants dans les années 80, les grandes compagnies occidentales ont tout fait pour saboter le processus. Mais la détermination du gouvernement a permis de bâtir un des pays les plus stables et prospères d'Afrique. Mais chaque avancée attire son lot de menaces. Qui, dans l'ombre, cherche à freiner cette émancipation? Les groupes d'intérêts liés à l'ancien ordre, qu'ils soient locaux ou étrangers, multiplient les pressions, les tentatives de corruption, les campagnes de déstabilisation. Des médias internationaux relaient des rumeurs. Des ONG publient des rapports alarmistes. En Côte d'Ivoire, dans les années 2000, la volonté d'émancipation économique avait suscité une vague de désinformation orchestrée depuis l'étranger. Les routes, ici, ne mènent pas simplement vers une destination. Elles redessinent notre avenir, notre identité profonde. Le choix du Burkina Faso n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un mouvement mondial de réappropriation des ressources, comme on l'a vu au Chili avec la nationalisation du cuivre, ou en Indonésie avec la reprise du contrôle sur le secteur minier. Regardez bien les machines sur la terre burkinabé. Ce ne sont pas de simples engins de chantier, mais les témoins d'un peuple qui choisit de tenir les rênes de son destin. Pour chaque tronçon avancé, sans un seul franc venu d'ailleurs, se tourne une page nouvelle de l'histoire africaine.
On s'éloigne enfin du cycle humiliant des dettes et des conditions imposées. Cette marche rappelle celle du Sénégal de Senghor, qui avait misé sur l'agriculture vivrière dans les années 60, ou du Maroc, qui a développé son industrie automobile. Le choix est devant nous tous. Fermer les yeux, c'est accepter la dépendance comme fatalité. C'est laisser la dignité s'effriter, tandis que le futur de nos enfants se négocie à l'étranger. Rester simple spectateur, c'est entériner un statu quo qui enrichit une poignée et abandonne la majorité au bord du chemin, au sens propre comme au figuré. Mais il existe une autre voie, celle de l'engagement, de la vigilance, du refus de l'indifférence. Chaque voix compte. Votre silence nourrit la soumission, mais votre implication peut tout changer. N'en doutez pas, chaque projet autofinancé, chaque emploi local, chaque mètre de route construit sans tutelle extérieure est un acte de résistance. Une promesse que la Renaissance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se bâtit, ici et maintenant. Le modèle burkinabé n'est pas sans défaut. Il suscite des interrogations. Comment garantir la transparence dans la gestion des ressources? Comment éviter que la corruption ne gangrène les nouveaux projets? Comment assurer la maintenance à long terme des infrastructures? Mais il dérange, il inspire, et il rappelle à chacun que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se conquiert dans la poussière, le bruit et le doute parfois, mais toujours avec courage. Alors demandez-vous, où investissez-vous votre énergie, votre créativité, votre espoir? Seront-ils dilués dans la lassitude ou placés au service d'un projet collectif qui refuse la facilité et la dépendance? L'Afrique n'a jamais manqué de ressources. Parfois, elle manque seulement de foi en elle-même, de citoyens prêts à défendre une autre vision. Prendre part au débat, remettre en cause les modèles imposés, soutenir ceux qui osent inverser la logique, c'est déjà choisir son camp. Des plateformes citoyennes, des collectifs d'ingénieurs, des associations de la diaspora se mobilisent aujourd'hui pour accompagner cette dynamique. Ne laissez pas d'autres écrire votre histoire. La route est longue, mais ceux qui s'y engagent aujourd'hui ouvrent la voie aux générations futures. Chacun doit décider, sera-t-il simple passager ou véritable architecte de demain? Voici quelques pistes concrètes, si vous souhaitez agir. 1. Informez-vous et informez les autres. Partagez ces histoires, discutez-en avec vos proches, brisez les mythes de la fatalité africaine. Organisez des débats, des projections, des ateliers dans votre quartier ou votre école. 2. Soutenez les initiatives locales. Privilégiez les produits issus de l'agriculture ou de l'industrie nationale. Investissez, même modestement, dans des start-up locales, des coopératives, des chantiers communautaires. 3. Formez-vous et formez les autres. Chaque compétence acquise, chaque savoir transmis renforce l'autonomie collective. Proposez du mentorat, animez des formations, encouragez la création d'écoles techniques. 4. Exigez la transparence. Interpellez les autorités sur la gestion des ressources, demandez des comptes sur chaque projet financé par l'argent du pays. Soutenez les médias indépendants, les observatoires citoyens, les lanceurs d'alerte. 5. Soyez solidaires. Face aux tentatives de déstabilisation, soutenez ceux qui osent, qui innovent, qui résistent. Refusez la division, bâtissez des réseaux d'entraide, tissez des ponts entre les générations, entre la diaspora et le continent. Rappelez-vous, chaque étape compte. L'indépendance n'est pas un don, c'est une conquête de chaque instant. À force de vigilance, de courage et d'engagement, le rêve d'une Afrique souveraine, prospère et fière, prendra corps. Le Burkina Faso vient d'ouvrir une brèche, à chacun de choisir s'il veut s'y engouffrer ou refermer la porte. La révolution n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Où serez-vous quand l'histoire s'écrit ?